Antoine Léaumont, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes député sortant de la 10e circonscription de l'Essonne, candidat du nouveau Front populaire. Arnaud Stéphan, bonsoir. Fondateur de la Note de Com. Vous avez notamment accompagné Marine Le Pen. C'était pour la campagne présidentielle de 2022. Et Thierry Arnaud est toujours avec nous. D'abord, Arnaud, est-ce que le RN est en capacité d'obtenir cette fameuse majorité absolue dont il s'est fixé l'objectif? Je pense qu'eux le pensent. Et ils pensent qu'ils sont en capacité d'arriver à cette majorité. Ce qui va déterminer véritablement la possibilité, ça sera au soir du premier tour, et on verra le nombre de duels qui existent. On verra évidemment le nombre de triangulaires qui risquent de changer considérablement la donne. Et puis, on verra si le résultat attendu du Rassemblement national est aussi important que celui que nous annoncent les différents sondages. À partir de là, on aura à peu près une cartographie à peu près correcte et à peu près fidèle à ce que sera éventuellement un deuxième tour. Et là, on pourra se projeter plus finement sur la composition de la prochaine Assemblée. Mais il y a une réalité, c'est que l'alliance avec Éric Ciotti fonctionne parce qu'elle permet, pour l'instant en tout cas, à 5 jours, à moins d'une semaine du premier tour de l'élection législative, de permettre dans certains endroits de France au Rassemblement national de faire la bascule où quelquefois il s'arrêtait à 48, 49% et il ratait la circonscription. Ça lui permet de faire la bascule, ce qui lui permettra peut-être d'avoir un score très important au soir du premier tour. On voit là les projections en siège, 250 à 280 pour le Rassemblement national, 150 à 170 pour vous, pour le nouveau Front populaire. Quel regard vous portez sur ce sondage? Bon, ça dépend des sondages en réalité, parce qu'il y en a d'autres qui donnent des majorités plus larges pour le nouveau Front populaire que pour le Rassemblement national. Donc pour l'instant, on est un peu à touche-touche et en réalité, personne ne sait ce qui va sortir de ces élections législatives. Personne ne sait s'il y aura une majorité dans un sens ou dans l'autre et si le pays sera gouvernable à l'issue de cette élection législative. C'est ça la principale inconnue. Il peut y avoir 3 possibilités globalement. Soit une majorité du Rassemblement national, soit une majorité du nouveau Front populaire, soit un entre-deux. Il est impossible, à l'issue de ces élections législatives en tout cas, que le gouvernement de M. Attal soit reconduit par les électeurs. En tout cas, on ne voit pas comment un gouvernement qui s'est pris une tôle, comme on l'a vécu dans les élections européennes, pourrait se sortir de l'ornière. Plus personne ne veut d'Emmanuel Macron. Et M. Macron, plutôt que de partir, a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui est quand même une manière assez particulière d'assumer ses responsabilités politiques. Bon, maintenant, j'ai regardé un peu en détail le sondage, je vois des choses intéressantes dedans, et qui moi, m'intéressent comme candidat du nouveau Front populaire. Il est dit que les jeunes de 18 à 24 ans vont se mobiliser à 70%, ils sont plutôt plus mobilisés, alors beaucoup plus mobilisés que d'habitude, et beaucoup plus mobilisés que la moyenne, et ils votent à 47% pour le nouveau Front populaire. Donc vous pensez que ça va vous favoriser pour cette élection? Il manque encore 30% des jeunes. Si les jeunes votent à 100%, c'est pas une majorité du Rassemblement national qu'il va y avoir, c'est une majorité du nouveau Front populaire. Donc nous, on est en campagne, on avance, et on avance de manière coordonnée et efficace pour essayer d'aller mobiliser celles et ceux qui peuvent faire la différence. Et dans certaines circonscriptions, je le dis, je le répète, ça va se jouer à 50 voix, à 20 voix. La dernière fois, moi, dans mon département, il y a une circonscription qui s'est jouée à une vingtaine de voix. Donc, ça change la donne en fonction de la mobilisation des gens. Je pense que M. Macron est très sain d'esprit, parce que en fait, son objectif, au moment où il a fait la dissolution, c'était de rejouer des deuxièmes tours aux élections législatives qui soient des équivalents du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et compte tenu du fait que la gauche était divisée aux élections européennes, ce contre quoi les Insoumis avaient lutté. Nous voulions faire l'union de la gauche parce que nous avions envisagé que M. Macron pourrait dissoudre l'Assemblée nationale. Et nous, on avait même une hypothèse qui était à la limite encore pire, qui aurait été de dissoudre 3 semaines avant les élections européennes et de dire, bah voilà, les élections législatives auront lieu en même temps que les élections européennes. Ah, on aurait eu l'air malin à gauche si jamais on avait été dans cette situation-là. Puisque là, nous avons réussi à nous rassembler. Et donc, ce que disaient les Insoumis depuis le début, c'était que puisque nous avions réussi à faire un programme partagé aux élections législatives, il devait être assez possible de faire un programme partagé aux élections européennes. Ça n'a pas été fait, chacun a voulu faire de son côté. Maintenant, fort heureusement, nous avons réussi à nous rassembler de nouveau. Et ce que M. Macron n'avait pas prévu, c'est ça. Le caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron, c'est la constitution du nouveau Front populaire. Parce que, imaginez une situation sans le nouveau Front populaire. Alors, il y aurait eu partout des candidatures diverses de gauche. Et ce qui se serait passé, c'est que la gauche aurait été éliminée de l'essentiel des deuxièmes tours de cette élection législative. Donc, il y aurait eu des deuxièmes tours Rassemblement national contre contre macroniste, et il aurait pu rejouer le jeu de les extrêmes, etc. Il faut battre Marine Le Pen, etc. Enfin, il reprend l'essentiel du vocabulaire de Marine Le Pen pendant le premier tour, et au deuxième tour, il faut battre Marine Le Pen.
Voilà pourquoi M. Macron, dans sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale, en réalité, l'adversaire qu'il se fixait, c'était pas le Rassemblement national, c'était la gauche. Il voulait faire disparaître de l'Assemblée nationale la gauche. Raison pour laquelle, si vous voulez mettre une pilée à Emmanuel Macron, et je pense qu'un certain nombre de gens veulent le faire, il vaut mieux choisir les bulletins de vote du nouveau Front populaire, parce que c'est précisément ce qu'il n'avait pas prévu, et c'est la politique inverse d'Emmanuel Macron. Lui a tout donné pour les riches, et bien nous voulons récupérer la part qui est allée vers les plus riches pour la partager, pour rétablir nos services publics. Vous avez vu que Gabriel Attal fait un appel du pied à la gauche ce soir, Thierry Arnaud, c'est dans Le Parisien. Il dit, je crois qu'une majorité de la gauche social-démocrate ne se retrouve pas derrière LFI. La place de la gauche républicaine, c'est à nos côtés. La place de la gauche social-démocrate, c'est à nos côtés. La place de la gauche écologiste, c'est à nos côtés. Vous vous sentez visé en tant qu'insoumis, Antoine Léaumont, par cette phrase? Non, parce que de la manière dont je lis l'interview, il utilise à ce moment-là les mêmes mots que ceux qu'il a utilisés plus haut pour qualifier le Rassemblement national. Par ailleurs, dire que la France insoumise ou le nouveau Front populaire menacerait la République et les institutions républicaines, c'est complètement faux. Ce qui menace les institutions républicaines, d'une certaine manière, c'est les institutions actuelles de la République elle-même. L'article 16 de la Constitution autorise le président de la République à déclencher les pleins pouvoirs. C'est quand même un article qui était qualifié par François Mitterrand de coup d'État permanent et qui, de fait, si les Français vont lire cet article, il est quand même assez gratiné. Le président de la République peut informer la nation par un message qu'il déclenche les pleins pouvoirs en raison de circonstances particulières. Bingo, il y a des Jeux Olympiques dans pas très très longtemps et le nouveau ministre de l'Intérieur est donc censé prendre conscience de l'intégralité du dispositif des Jeux Olympiques en 15 jours, raison pour laquelle, à mon avis, M. Macron est un irresponsable dans cette situation par ailleurs. Mais l'article 16 de la Constitution autorise le président à avoir les pleins pouvoirs et ensuite, quel est le contre-pouvoir, s'il vous plaît ? Aucun. Absolument aucun. 6 mois, le Parlement. Absolument aucun. Il n'y a aucun contre-pouvoir. Dans les 6 premiers mois. Dans les 6 premiers mois. L'article actuel de la Constitution tel qu'il est rédigé, c'est le Conseil constitutionnel rend un avis. Et si l'avis est négatif, rien. Raison pour laquelle il n'y a pas de contre-pouvoir face au président de la République. Alors, il ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale, mais ça nous fait une belle jambe puisque l'Assemblée ne peut de toute façon pas être dissoute pendant un an. Et moi, je pense que s'il y a eu des fuites dans la presse sur l'utilisation de cet article 16, dans les possibilités qui étaient évoquées tout à l'heure, c'est l'une des possibilités que M. Macron décide d'utiliser cet article 16. Ce serait la pire des possibilités parce que, à mon avis, à moi, c'est l'éclatement des institutions telles que nous les connaissons actuellement. Nous, on propose depuis assez longtemps de revenir sur cette constitution de la Ve République. Et on voit aujourd'hui combien les propositions que nous avons formées, loin d'être des propositions d'irresponsables ou je ne sais quoi, sont des propositions qui ont eu une analyse fine de la situation. Là, il n'y a plus de possibilité pour le peuple de trancher de manière démocratique le problème une fois les élections législatives passées. Si jamais là, le peuple ne tranche pas dans une direction claire, on a un an où le président ne peut plus dissoudre et le président... S'il veut démissionner, il démissionne. Mais s'il ne veut pas démissionner, il reste là. Qu'est-ce qu'on fait pendant un an où le peuple n'a pas le pouvoir de revenir aux urnes? Moi, je dis aux gens qui nous écoutent, prenez la décision maintenant. Je vous invite évidemment à prendre la décision dans notre sens. Mais choisissez maintenant, allez voter. Moi, je pense qu'il y a une possibilité là que la France soit un éclaireur en Europe. Parce que dans toute l'Europe, c'est l'extrême droite qui est arrivée au pouvoir. Partout. Partout, c'est l'extrême droite qui est arrivée au pouvoir petit à petit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La même politique que les mecs qui étaient là avant, c'est-à-dire des politiques libérales qui servent les intérêts patronaux. Pourquoi la France ne pourrait pas être le premier pays à ouvrir une autre voie? Et c'est ce que nous proposons avec le nouveau Front populaire. Nous proposons une autre voie. Alors pendant longtemps, on a envoyé de l'argent aux plus riches et oui, c'était censé ruisseler à un moment donné. Ça ruisselle tellement bien que les prix augmentent et que les salaires stagnent. On va retrouver... Si on veut changer, simplement, mais si on veut complètement changer de braquet, il faut commencer par augmenter les petits salaires et par bloquer les prix. Et là, on peut entraîner l'économie dans une autre direction si on fait en même temps un rétablissement de l'impôt progressif pour les employés, les ouvriers, et aussi pour les entreprises. Parce qu'à l'heure actuelle, ça n'existe pas et c'est ce que nous proposons de faire. Martin Garagnon est avec nous, porte-parole de Renaissance. Votre réaction, Monsieur Garagnon, à nos débats? Bonsoir. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a un décalage horaire de quelques dizaines d'années quand j'entends votre député insoumis invité en plateau nous expliquer son raisonnement économique parce que factuellement tout cela est faux. Vous avez la France est à l'heure actuelle depuis 5 années consécutives le principal pays investisseur où se dirigent les investissements étrangers devant l'Allemagne en Europe. Donc je veux bien qu'on dépeigne un tableau absolument catastrophique de l'état actuel de la France, mais ce n'est pas le cas. Vous avez un solde positif de création de sites industriels en France, donc ça veut dire une réindustrialisation, création d'emplois, on n'en parle même pas parce qu'on a un taux de chômage qui est le plus bas depuis 40 ans, mais on pourrait démultiplier les exemples encore plus.
La politique fiction, c'est pas notre sujet à l'heure actuelle. Vous avez plus qu'une semaine avant le premier tour. Notre enjeu, il est simplement de se dire quelle est la France des valeurs que nous voulons pour demain. On voit bien qu'il y a 3 blocs à l'heure actuelle. On a eu pendant une semaine une question sur l'incarnation avec des jeux d'alliance totalement baroques, des partis qui ne s'entendaient pas encore au moment des européennes, c'est-à-dire il y a une dizaine de jours maintenant seulement. Et enfin, on a eu des programmes. Donc il est temps effectivement qu'on s'attarde sur les programmes. On a pu voir un peu quels étaient les principaux axes des programmes. Vous avez d'un côté l'extrême droite qui nous explique que la solution à tous les problèmes de la France, ça passe par l'immigration. Et de l'autre, vous avez l'ardoise magique du Front populaire, la NUPES bis, qui nous explique que demain, l'argent coulera à flot parce qu'il suffira d'aller le prendre là où il se trouve, mais sans nous expliquer comment ils financent tout ça. Donc tout ça n'est pas très très sérieux. Ce qui se joue, c'est non seulement l'engagement des valeurs pour demain, mais c'est aussi le quotidien des Français. Nous, notre objectif, c'est simplement de démasquer un certain nombre de supercheries, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, ce soir, en tout cas, à partir de ce soir, les masques semblent tomber. On a Jean-Luc Mélenchon qui nous explique qu'effectivement, il est là pour gouverner le pays, donc il assume sa volonté de leadership et d'hégémonie sur le bloc de gauche. Donc ça veut dire que voter pour ce Front populaire, c'est voter pour LFI, donc c'est voter pour Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Et puis, Monsieur le député nous explique que la Constitution est un grave danger pour la démocratie de notre pays. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, députés qui nous ont expliqué pendant 2 ans que le recours au 49.3, donc l'article 49.3 de la Constitution, était un coup d'État, alors que c'est un outil qui est parfaitement constitutionnel, qui a été utilisé pour faire passer les budgets en responsabilité. Enfin voilà. Donc ceux qui prétendent défendre les institutions et la République sont surtout ceux qui les ont abîmés depuis plusieurs années et qui maintenant se prétendent les protecteurs de la démocratie en France. Emmanuel Macron a fait un choix, le choix de la dissolution, qui est le choix le plus responsable et démocratique. On nous explique à présent que ce n'était pas le bon timing. Ce sont les mêmes qui nous expliquaient depuis plusieurs mois que Emmanuel Macron était a priori sourd aux colères populaires et qu'il ne donnait pas la parole au peuple. Il la donne. Bon, eh bien, visiblement, ça ne fait pas plaisir aux oppositions soi-disant démocratiques. Nous, en tout cas, on considère que c'est l'acte le plus fondateur d'une démocratie, c'est de redonner la parole aux Français lorsqu'on considère que la situation du pays l'exige et exige de dessiner à nouveau une voie de confiance pour l'avenir. Alors, vos propos font réagir, Antoine Léaumont. Je vous laisse répondre. Ce qui est embêtant, c'est de ne pas pouvoir avoir de débat sans entrer dans du mensonge comme ça. Enfin, je veux dire, moi, j'ai toujours été favorable à ce qu'on revienne aux urnes. Donc je suis très content qu'il y ait une dissolution. Je vous dis que je trouve que c'est absurde du point de vue d'Emmanuel Macron, mais moi je suis très content chaque fois que on peut revenir aux urnes. Ensuite, je suis heureux de vous voir défendre le 49.3. Hein, vous faites quelque part, vous appelez les gens à voter pour nous, donc je vous remercie. Effectivement, Monsieur Macron a fait passer en force par les institutions actuelles de la Ve République une réforme des retraites dont personne ne voulait. Il fait passer en force des budgets. Je rappelle quand même que notre République s'est fondée précisément sur une question budgétaire et sur des députés qui se sont proclamés Assemblée nationale précisément pour pouvoir discuter des questions budgétaires et que vous nous empêchez de discuter des questions budgétaires. Donc là, il y a un grave problème démocratique qui est posé par le 49.3. Vous le défendez, nous sommes contre et nous l'abrogerons si nous arrivons au pouvoir. Sur la question des valeurs, vous êtes quand même... C'est quand même assez incroyable. Vous avez voté une loi immigration avec l'extrême droite et maintenant vous venez nous parler des valeurs de la République. Enfin monsieur, quand même, un peu de dignité s'il vous plaît. Les valeurs de la République, c'est nous qui les avons défendues dans ce mandat. C'est nous qui avons dit que les gens demeuraient libres et égaux en droit, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à son article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nous avons voté contre la préférence nationale que vous avez voté avec Marine Le Pen. Voyez-vous, nous sommes fiables et sûrs sur les valeurs. Quand vous élisez des députés du nouveau Front populaire, vous savez que vous êtes en train d'élire des députés qui vont défendre précisément les valeurs de la République, mais pas de n'importe quelle République, pas de la République où on s'arrange entre copains et entre amis pour faire des petites propositions de loi à la va-vite avec l'extrême droite à la fin. Non, la République telle que nous l'entendons au sens historique du terme. Une personne égale une voix dans l'isoloir et pas de différence quelle que soit la religion, la couleur de peau, le genre, l'orientation sexuelle ou je ne sais quoi. Voilà ce que c'est d'élire des députés du nouveau Front populaire. Et on va laisser répondre Monsieur Garagnon, on vous écoute. Oui, parce que si vous voulez qu'on rentre sur le terrain des valeurs, allons-y gaiement. Simplement un point sur votre notion du 49.3. Vos députés ont déposé des dizaines de milliers d'amendements pour faire obstruction au travail des parlementaires et maintenant vous venez vous plaindre que les textes soient passés par le 49.3. C'est une réalité. On peut prendre des tas d'exemples. J'en ai à l'appel à vous citer, à la virgule près, des amendements qui ont été multipliés à l'infini volontairement pour obstruer, pour nuire au travail, au déroulé du travail du Parlement. Mais sur le terrain,
terrain des valeurs, monsieur, quand vous nous parlez de valeurs, mais où est-ce que vous étiez pour défendre les valeurs de laïcité ou de lutter contre l'antisémitisme? Vous avez investi un certain nombre de candidats qui ne sont vraiment pas clairs sur ces sujets-là. Vous parlez de lutte contre l'homophobie, vous avez quand même des gens de chez vous qui nous expliquent qu'en fonction des croyances religieuses, on a le droit d'être homophobe. C'est faux, c'est un mensonge. C'est largement documenté par... Non, c'est faux, c'est un mensonge. C'est largement documenté par la presse qui a fait un travail d'investigation. Mais je vais vous dire, vous n'êtes pas les seuls malheureusement parce que les députés du RN ont exactement les mêmes reproches à se faire. Ils semblent découvrir des déclarations que leurs candidats investisseurs ont fait. Ne mentez pas. Faites un débat sans mentir. Ça, par exemple, ce que vous venez de dire là, c'est faux. Mais nous accuser d'antisémitisme, c'est faux. Et dire que nous serions homophobes, c'est faux. C'est factuel. Ah non, mais je comprends que vous soyez un peu gêné. Je comprends que vous soyez un peu gêné aux entournures. Sur la laïcité, sur le communautarisme, on est mais sur la laïcité, il n'y a aucun problème, monsieur. Qu'est-ce que la laïcité, monsieur? Allons-y. C'est le droit pour chacun. Alors non, monsieur Léaumont, non, on ne vous mettra pas d'accord. Mais on vous met. Si, on peut se mettre d'accord. La laïcité, c'est interdit la baya à l'école. La laïcité. Mais précisément, la baya n'est pas un vêtement religieux. La laïcité, c'est la possibilité donnée à chacun d'exercer librement sa religion. Article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si vous voulez, je peux vous faire toute la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je la connais par cœur. Et nous, on va avancer, monsieur Léaumont. On a bien vu que vous n'étiez pas sur la même ligne. On va parler du pouvoir d'achat. On va parler du pouvoir d'achat parce que ça intéresse énormément les personnes qui nous regardent. Edgar Becquet va nous rejoindre. Edgar, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que proposent les différentes forces politiques en présence pour notre pouvoir d'achat? Oui, Céline, on va déjà commencer avec les mesures du parti de la majorité. Déjà, le Premier ministre Gabriel Attal promet de ne pas augmenter les impôts. Au programme également de Renaissance, la baisse des factures d'électricité à hauteur de 15%, ainsi que la suppression des frais de notaire pour les primo-accédants dans une limite de 250 000 € d'achat. Et puis enfin, sur les retraites, pas de remise en cause de la réforme des retraites, mais une indexation des pensions sur l'inflation. Allons voir maintenant du côté de la gauche, de la nouvelle alliance de la gauche. Le nouveau Front populaire propose notamment d'augmenter le SMIC à 1 600 € net par mois. Le NFP qui souhaite également revaloriser les aides au logement et rendre l'école publique totalement gratuite, c'est-à-dire de rendre gratuits tous les frais annexes, les transports, la cantine ou encore les fournitures scolaires. Et puis, il y a les propositions du RN, du Rassemblement national en matière de pouvoir d'achat. Le parti annonce une baisse de 30% des factures d'électricité s'il arrive au gouvernement. Mesure phare également du programme porté par le Rassemblement national, la réduction de la TVA de 20 à 5,5% sur les prix de l'énergie et sur le carburant. Et puis enfin, sur le pouvoir d'achat toujours, Jordan Bardella a annoncé vouloir exonérer d'impôts sur le revenu les médecins retraités qui reprendraient leur activité. Merci beaucoup Edgar Becquet. Thierry Arnaud, encore une fois, cette thématique du pouvoir d'achat, l'impact sur le porte-monnaie des Français, ça va être le moteur du vote? Oui, c'est un des résultats tout à fait édifiants du sondage que l'on annonce ce soir. 58% des Français nous disent que le pouvoir d'achat est à leurs yeux le sujet le plus important. C'est peut-être donc clairement le boulet le plus important que traîne le camp d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal dans cette campagne. Ils n'ont jamais réussi à convaincre et à démontrer aux yeux d'une majorité de Français l'efficacité de leur action économique. Ils continuent à dire, et les chiffres sont là, que le chômage a baissé, que le taux d'emploi a augmenté, que le pouvoir d'achat lui-même n'a pas diminué sous le quinquennat d'Emmanuel Macron et depuis son élection, mais il n'a que très légèrement progressé. Et quand on dit ça, on parle d'une moyenne nationale qui ne correspond pas évidemment à la réalité que vivent beaucoup de Français aujourd'hui. Donc c'est un sujet central, mais c'est un sujet difficile. On voit bien qu'il y a des propositions qui interviennent dans un contexte où, comme le disait Bruno Le Maire il y a quelques jours, la marge de manœuvre budgétaire de la France est égale à 0 parce que l'endettement est déjà considérable, les marchés financiers sont très nerveux, donc il n'y a pas beaucoup d'argent à aller chercher autrement qu'en augmentant les impôts, nous dira le représentant du Front populaire dans un instant. Il y a des mesures sur lesquelles certains ont choisi de reculer. C'est notamment le cas du Rassemblement national, qui a reculé sur un certain nombre de ces mesures. Exonérer les impôts les moins de 30 ans, par exemple. Baisser les prix des produits de première nécessité, pour ne citer que ces deux exemples. Et puis, il y a aussi, parfois, des discussions et des divergences au sein des différents camps. Par exemple, au sein
du nouveau Front populaire. Certains ne sont pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut augmenter les impôts sur le revenu. Valérie Rabault, qui est l'ancienne rapporteure du budget à l'Assemblée nationale, expliquait il y a quelques jours dans les colonnes des Échos qu'à ses yeux, on ne devait pas augmenter l'impôt sur le revenu du travail. Pourtant, c'est au programme commun du nouveau Front populaire. Il y a eu une critique, Antoine Léaumont, sur le programme du nouveau Front populaire sur le pouvoir d'achat. Gabriel Attal dit c'est un broyeur à classe moyenne. Non, Vous lui répondez quoi? C'est l'inverse. En réalité, à l'heure actuelle, ce sont les classes moyennes qui payent le plus. Et l'impôt pèse essentiellement sur les classes moyennes. Nous, ce que nous proposons, c'est au contraire de lisser l'effort avec l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire de faire 14 tranches au lieu des 5 actuelles pour que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois payent moins d'impôts, c'est 92% de la population, moins d'impôts pour 92% de la population, et que ceux qui sont au-delà de cette limite des 4 000 € par mois payent plus d'impôts parce qu'on considère que c'est une manière 4 000 de € partager la brut ou richesse. 4 000 € net? 4 000 € net, c'est ça la limite que nous fixons. Juste une deuxième chose, parce que Par foyer ou par... c'est souvent par personne. C'est souvent par personne. C'est souvent une chose qui est oubliée dans notre programme, mais il y a aussi l'idée de rendre progressif l'impôt sur les sociétés. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va augmenter le SMIC à 1 600 € sans toucher sur l'impôt sur les sociétés. À l'heure actuelle, il y a une situation qui est totalement aberrante. Les petites entreprises payent 25% d'impôts. Et les très grandes entreprises, officiellement, payent 25% d'impôts. Sauf que qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, les grandes entreprises, par des jeux fiscaux et par des jeux comptables assez frauduleux en réalité à la fin, finissent par ne payer parfois 0 € d'impôt. Quand Total, par exemple, qui réalise des bénéfices considérables en France, enfin, je veux dire, les Français à la pompe, ils voient bien que Total réalise des bénéfices en France. Quand Total paye 0 € d'impôt en France, vous voyez bien qu'il y a un problème. La boulangerie paye des impôts et Total paye pas d'impôts. Bah, c'est pas normal. Et avec le nouveau Front populaire, ce genre de situation, ça va s'arrêter parce qu'on va, pareil, rendre progressif l'impôt sur les sociétés. Les Français ont jugé votre programme économique et celui du Rassemblement national et celui aussi d'Ensemble. Et le programme du RN est jugé plus crédible que celui d'Ensemble et du nouveau Front populaire. Comment le Rassemblement national a réussi à s'imposer cette crédibilité, Arnaud Stéphane? Pour un parti politique, il a fait un choix qui aurait pu être un choix extrêmement dangereux. C'est que contrairement à ses concurrents politiques ou à ses adversaires politiques, comme on voudra, il a abandonné l'économie politique. C'est-à-dire de penser l'économie comme une arme politique. C'est vrai. Parce qu'il a mis de côté beaucoup d'éléments idéologiques pour finalement choisir ce qu'on appelle le pragmatisme. Sauf que le pragmatisme n'est pas une idéologie et n'est pas un fondement, une colonne vertébrale politique. Et donc, il est allé sur des solutions immédiates, ou en tout cas qu'il estimait immédiates, et extrêmement pragmatiques. Donc, on est allé là où on peut faire ce qu'on appelle dans le milieu des affaires des quick wins, c'est-à-dire des victoires rapides, c'est-à-dire d'aller Vous trouver... pensez à quoi? Donnez-nous des par exemple, exemples concrets. la baisse sur les factures d'électricité, d'énergie, d'aller chercher évidemment sur la réduction sur des impôts ou des taxes immédiates. Voilà. Donc on est très très loin de ce qui était pendant très longtemps, par exemple, ça date d'il y a très longtemps, mais qui était un axe très fort du Front National à l'époque, c'était la suppression de l'impôt sur le revenu, par exemple. Ça, c'était là pendant très longtemps, c'était vraiment la mesure phare du Front National. Ça a évolué. Parce que le choc de la mondialisation, le fait que des entreprises, comme le disait monsieur le député, utilisent évidemment toute la technologie qui est devenue l'optimisation fiscale, font que vous vous retrouvez en effet face à des situations ubuesques, c'est-à-dire que les PME payent plus d'impôts que les grandes entreprises. Alors après, on vous répond, c'est parce que c'est un chiffre d'affaires mondial. Il n'empêche que pendant très longtemps, Apple... par exemple, je parle des GAFAM parce qu'on a tous un objet qui appartient aux GAFAM sur nous, ne payaient quasiment pas d'impôts en France parce que via des lois européennes, ça leur permettait de complètement défiscaliser en Irlande par exemple et ne payer quasiment pas d'impôts. La France, 5e marché mondial d'Apple, Apple payait 0. Donc ça a été modifié un tout petit peu à la frange, mais c'est vrai que là, par exemple, il y a un vrai travail à faire sur justement une fiscalité un peu plus lisible ou des lois qui sont passées un peu sur le côté, qui permettent, par exemple, à certains pays comme le Qatar, les entreprises qataries, de payer quasiment aucun impôt en France. Mais Thierry, est-ce que le Rassemblement national, est-ce que Marine Le Pen a senti avant les autres que le pouvoir d'achat, ça allait être le sujet pour les Français? Non, je pense que tout le monde l'a parfaitement compris parce que les Français l'expriment de manière très claire et sondage après sondage, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais vous voyez bien que, en fait, les Français...
ils envoient un double message si on lit attentivement les sondages. Le premier, c'est que pour eux, de très loin, c'est le sujet le plus important, que les fins de mois sont de plus en plus difficiles et que c'est ça pour eux le problème numéro 1, et de très loin. Mais le deuxième message, c'est une certaine incrédulité face au programme des partis politiques. Ce qui ressort quand même du sondage, c'est, on le voit très clairement, ni le programme du Rassemblement national, ni le programme du Front populaire sont jugés crédibles par une très large majorité de Français. Et évidemment, celui du gouvernement qui est en place aujourd'hui est massivement désapprouvé sur ce sujet, d'où la sanction massive aux élections européennes. Donc il y a à la fois la volonté de placer ce sujet au cœur de cette campagne, très clairement, en disant c'est pour nous le sujet numéro 1, mais beaucoup de scepticisme vis-à-vis de la capacité du monde politique à porter des réponses. Et ça, vous le voyez, Antoine Léaumont ? Je constate, je veux dire, je vois les sondages. Bon, les sondages, ils sont toujours sujets à interprétation. Mais en même temps, on ne peut pas répéter en boucle. Chaque fois qu'il y a un macroniste qui passe à la télévision, il dit « Ah, le programme du nouveau Front populaire, c'est la catastrophe, les pluies de sauterelles, les rivières de sang, ça va être la catastrophe, etc. » Donc quand des gens répètent ça en boucle, à force, ça finit par rentrer dans les têtes. Mais nous, justement, vous disiez, il n'y a plus d'économie politique en politique. Bah nous, si. Nous, on considère que l'économie, c'est un sujet politique et que les Français peuvent prendre des décisions sur l'économie. Dire, il y a la mondialisation, on ne peut rien faire, c'est quand même se dire que la souveraineté populaire n'a plus aucun pouvoir. Or, ce n'est pas vrai. Par exemple, l'augmentation du SMIC. Le SMIC, c'est quelque chose qui peut se prendre par décret. L'augmentation du SMIC, c'est quelque chose qu'il est possible de réaliser en France. Ensuite, il y a la question de la faisabilité économique. Raison pour laquelle je vous disais que pour faire l'augmentation du SMIC, il faut faire en même temps l'impôt progressif sur les entreprises. Parce que là, oui, ça marche. C'est comme ça que vous allez financer l'augmentation du SMIC. Ben, c'est pas à nous de financer l'augmentation du SMIC, en réalité, c'est aux entreprises. Et c'est une question de partage de la richesse. Vous remarquerez qu'on est les seuls, tout le monde parle du travail, le travail qui doit rémunérer, etc. On est les seuls à proposer une augmentation réelle des salaires. Donc ça veut dire, par exemple, que vous baissez l'impôt des PME pour augmenter l'impôt des grandes sociétés, pour leur aider à financer le SMIC. Enfin, je veux dire, donc vous allez baisser l'impôt il n'est pas logique que l'impôt sur les entreprises ne soit pas progressif. D'accord. Donc vous allez baisser l'impôt sur les sociétés des PME, par exemple. C'est ça que vous nous dites ? Nous, ce que nous proposions, par exemple, avec la France Insoumise, dans le programme que nous proposions à l'élection présidentielle. Mais là, avec la NFP... Je vous dis juste des méthodes, parce qu'on peut aussi, au fur et à mesure, donner des méthodes d'action. Mais ce que nous proposions, par exemple, c'était de faire une caisse de solidarité interentreprises avec une péréquation pour les cotisations patronales. Bah, si vous faites ça, vous faites en sorte que les grandes entreprises payent davantage de cotisations et que les petites en payent moins. Donc, mais c'est pas dans le programme de la gauche unie. Je préfère vous dire qu'on va faire les choses de manière progressive. Donc, oui, mais sauf que si je vous écoute, l'augmentation du SMIC, c'est tout de suite. Et l'évolution de la fiscalité, c'est progressif et c'est longtemps. Je voulais pas saouler tout le monde avec de la politique économique. Alors, ne nous saoulez pas trop, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça provoque, l'augmentation du SMIC et des plus bas salaires? Ça provoque deux choses. La première chose, c'est que tous ceux qui sont entre le SMIC ancien et le nouveau SMIC disent bah attends, moi j'ai été payé 100 € de plus que le SMIC, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maintenant, j'étais payé 1500 €. J'étais payé 1500 €, maintenant me voilà au SMIC, je suis au salaire minimum, c'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils demandent des augmentations. Donc l'augmentation du salaire minimum dans tous les pays où ça a été mis en place, ça provoque une augmentation générale des salaires. Que provoque l'augmentation générale des salaires? Deux choses. La première, c'est des recettes fiscales, parce qu'on a un meilleur salaire, on a donc des impôts qui sont un petit peu plus élevés. On entre dans des catégories plus élevées, bah, on paye un petit peu plus d'impôts. Mais comme on gagne plus, l'un dans l'autre, on est gagnant. Et le deuxième truc surtout que ça provoque, et c'est ça le plus intéressant, c'est que ça entraîne l'économie. Bah, qu'est-ce qu'ils font les gens qui ont un peu d'argent? Ils vont acheter du bio, ils vont acheter de la meilleure nourriture pour les gamins. Mais bon, la troisième chose que ça provoque, si je suis une entreprise, c'est où j'augmente mes prix, justement, où je baisse mes marges. Justement, je voulais aller jusqu'au bout de ça, parce qu'ensuite, effectivement, je suis désolé, c'est un peu compliqué. Allez, rapidement, pour finir. Pour aller très très vite sur ça. Non, mais c'est très concret. Je vais répondre sur le sujet, mais il y a d'abord un autre sujet, c'est que quand vous augmentez ces salaires-là, vous augmentez aussi les revenus des entreprises. Parce que par exemple, quelle est la première dépense que coupent les Français? Le coiffeur. Quand on n'a plus de sous, on va pas chez le coiffeur. Quand on a des sous, on va chez le coiffeur, on se fait couper les cheveux, ça fait tourner l'économie. Et par ailleurs, il y a le problème que vous évoquez. Potentiellement, les entreprises peuvent augmenter leur prix. D'accord? Mais elles n'augmentent pas leur prix si jamais
elles ont davantage de bénéfices parce qu'il y a davantage de commandes qui sont remplies. Quel est le principal problème en ce moment? C'est qu'il y a un tassement de l'activité économique. Alors le monsieur tout à l'heure, il nous a dit de Renaissance, il nous a dit formidable, il y a des investissements à l'étranger. D'accord, mais on n'en voit pas la couleur quand on est en train de faire les courses dans le caddie. Donc si on ne voit pas la couleur des investissements étrangers, on en a à peu près rien à faire en fait. On va maintenant parler de cette vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, vidéo extraite d'un reportage diffusé sur France 2. On ne peut pas vous montrer les images, mais on a pu retranscrire les propos de cette vidéo. Sur cette vidéo, on voit un couple de sympathisants RN et leur voisine, une aide-soignante qui est noire et qui dit être victime régulièrement d'agressions verbales et de cris de singe. Et on entend effectivement sa voisine lui dire « Tu viens ici, est-ce qu'on t'a invité? Moi, j'ai quitté les HLM à cause de gens comme toi. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, alors tu dégages. » Et cette voisine rajoute « On est en France, on fait ce qu'on veut en France, alors va à la niche. » Il se trouve que la femme qui insulte sa voisine serait une fonctionnaire du tribunal de Montargis et le ministre de la Justice a demandé un rapport au chef de la Cour d'appel d'Orléans en vue de la suspension de cette fonctionnaire. Dans La Voix du Nord ce soir, Marine Le Pen a réagi. Thierry, que dit-elle? Oui, Marine Le Pen réagit pour dire que alors elle reprend les propos qui ont été tenus par cette dame qui est la voisine et elle dit effectivement la question de savoir si va dans ta niche n'est pas une expression populaire de gens qui se détestent, donc sous-entendu ce n'est pas raciste. Est-ce que c'est raciste? Moi-même, je peux dire ça à l'égard de mes amis. C'est vous qui tirez la conclusion que c'est raciste du fait de la couleur du peau de la victime. Ça, c'est scandaleux. Voilà ce que dit Marine Le Pen dans La Voix du Nord. Alors, ça veut dire qu'elle ne dénonce pas les propos de la voisine? Ça veut dire qu'elle ne dénonce pas. Je ne sais pas si elle a vu toute la séquence et si elle a lu tous les propos qui ont été tenus. Je pense que quand on voit la séquence dans la durée, quand on lit les propos qui ont été tenus, les gens comme toi, je suis parti à gens comme toi, va-t'en, retourne chez toi. En gros, c'est dégueulasse, je cite ce que tu as dans les cheveux. Je pense que c'est quand même un peu difficile de ne pas arriver à la conclusion que l'attitude de la personne qui prononce ces mots est une attitude raciste. À partir de là, Marine Le Pen, un des grands succès politiques pour elle de ces dernières années, c'est, comme vient de le dire Michel Vevorka, c'est d'avoir réussi à débarrasser le Rassemblement national de cette image, et de cette image raciste en particulier. Donc, c'est normal et c'est pas surprenant qu'elle réagisse de manière assez ferme parce qu'elle sent le danger pour elle. Elle sent le danger de voir reculer ces années de travail sur l'image du Rassemblement national pour le débarrasser de cette image raciste. Ce que fait Marine Le Pen avec ses propos, c'est nier la parole d'une personne victime de racisme. Enfin, tout le monde constate les propos dont est victime cette personne. Tout le monde voit l'ambiance qu'il y a derrière ces propos. Donc, ce que fait Marine Le Pen, c'est dire, finalement, la parole de cette personne victime de racisme, elle ne vaut rien, elle n'a pas de valeur. Un peu comme ceux qui, quand il y a des agressions sexuelles, par exemple, vont dire elle l'a bien cherché. C'est presque de la faute de la personne qui s'est fait agresser sexuellement. Et ça, c'est assez typique des systèmes de domination. Et quand on parle, nous, de racisme structurel, c'est ça qu'on essaye de mettre en avant. C'est le fait qu'il existe dans la société du racisme, comme il existe du sexisme, que ces systèmes sont des systèmes de domination, qu'il y a d'un côté des dominants et de l'autre côté des dominés, et que on produit et on reproduit des systèmes de domination par un certain nombre de propos. Ce que fait ici Marine Le Pen, c'est ça. Mais par ailleurs, il n'est pas très difficile de se rendre compte que le Rassemblement national est un parti raciste. La première mesure, celle que M. Bardella a dit comme l'urgence, c'est la suppression du droit du sol. Cette suppression du droit du sol, c'est une mise en cause fondamentale de l'identité nationale française. Fondamentale. Depuis 1793, la France reconnaît le droit du sol comme la possibilité même d'accéder à la citoyenneté. Ça, c'est notre identité, c'est le bleu, blanc, rouge, c'est lié à l'identité. Alors, je voudrais qu'on vienne à la réponse de Marine Le Pen pour faire... Oui, mais on va rester... Parce qu'il n'y a qu'une seule fois où ça a été mis en place, la suppression du droit du sol. C'est Pétain et c'est Vichy. Et ça, tout le monde l'oublie. Mais la seule fois où ça a été mis en place, c'est Pétain, c'est Vichy. Donc dire que le Rassemblement national a changé, c'est une aberration. Parce qu'après, on vient trier dans la généalogie pour savoir, alors toi, t'es né quand, t'es né où, à quel moment, etc. Et il y a beaucoup de gens qui votent RN qui oublient qu'ils ont eux-mêmes une histoire d'immigration. Oui. Moi, c'est mon cas, par exemple. En l'occurrence, sur les questions de vote Rassemblement national, vous avez beaucoup de gens qui votent Rassemblement national et qui disent « je suis pas raciste, mais… » Puis ensuite, un truc raciste. Derrière, c'est une phrase raciste qui vient derrière. Je suis pas raciste, mais pouf, une phrase raciste. Donc je vote Rassemblement national. Et le racisme est l'un des ressorts profonds
d'une grande partie du vote du Rassemblement national. Alors peut-être qu'il y a des gens qui votent Rassemblement national parce qu'ils se disent avec Marine Le Pen ça va changer les choses, etc. C'est pas vrai. Ils sont en train d'abandonner l'intégralité de leur programme qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Par exemple sur le retour à la retraite à 64 ans, pouf, ça y est, ça a déjà disparu. Mais là vous généralisez, vous dites C'est sûr qu'Alexandre Nikolic, l'immigration, il connaît un petit peu, j'imagine. Je suis en train de vous dire oui, que le vote Rassemblement national s'appuie en large partie sur un vote qui a des ressorts racistes. Pourquoi ? Mais vous mettez tout le monde dans le même lot, tous les électeurs du Rassemblement national. Je national. vous dis, il y a une grande partie du vote qui repose sur des arguments racistes. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle Des électeurs ordinaires, je crois que c'est ça le titre du livre, qui étudie cette question du fondement raciste du vote Rassemblement national. Pourquoi ? Un des trucs que disent les gens du Rassemblement national, c'est l'immigration, ça se passait mieux avant quand c'était une immigration européenne et chrétienne. Ah bon ? Excusez-moi, mais ont-ils ouvert des livres d'histoire ? Parce que ça se passait pas mieux avant. C'est des ploucs. Moi, mes ancêtres italiens et belges, quand ils sont arrivés sur le territoire national, il y avait déjà les petits amis de Marine Le Pen à l'époque. Et dans le sud de la France, ils écrivaient interdit aux chiens et aux Italiens. Et dans le nord de la France, il y avait des ratonnades contre les Belges qui, paraît-il, prenaient le travail des Français. Vous voyez, dans toutes les époques, l'immigration a provoqué des tensions par les gens qui étaient présents sur place. La question, c'est... qu'est-ce qui fonde notre identité nationale ? S'il y a des gens aujourd'hui qui sont des fils d'immigrés portugais, espagnols, italiens, belges, polonais, ce que vous voulez... Qui votent Front National. Qui votent Rassemblement National. Exactement, qui votent Rassemblement National en disant « à bas l'immigration ». Mais enfin, regardent-ils leur propre histoire ? Se souviennent-ils de leur propre histoire ? Regardent-ils l'histoire de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents ? Monsieur le député. Eh bien, attendez, je vais aller jusqu'au bout de ça. Je vais aller jusqu'au bout de ça. Ou bien ont-ils un problème finalement, non pas avec l'immigration, mais avec la couleur de peau des gens qui immigrent ? Ou avec la religion des gens qui arrivent. N'est-ce pas ça, au fond, le problème ? Bien sûr que si. Et moi, je vous dis juste une dernière chose. Je suis élu de quartier populaire. Les gens, ils en ont par-dessus la tête qu'on les assimile à autre chose que des Français. On les renvoie à la couleur de peau, on les renvoie à musulmans, on les renvoie à je sais pas quoi. Ils en ont ras-le-bol. Ils veulent juste être traités comme des Français comme les autres, avec des services publics qui fonctionnent, avec des salaires qui sont à la hauteur, avec du travail quand ils en cherchent, parce qu'ils en trouvent pas. Parce que quand on n'a pas la bonne adresse, quand il y a écrit tel quartier, eh ben il y a plein de gens qui vous embauchent pas parce qu'ils disent oula, c'est quelqu'un qui vient de ce quartier-là, c'est chaud. D'accord ? C'est ça qui se passe dans la vie de millions de nos compatriotes et ils en ont juste ras-le-bol parce qu'il y avait un dernier truc. Non, il nous reste 2 minutes, il faut faire tourner la parole. Non, mais vous n'êtes pas tout seul, pardon. Quand la dame a dit on est chez nous, et ben tous nos compatriotes qui ont une origine immigrée, eux aussi ils sont chez eux. Merci à tous d'être venus sur le plateau de Week-end Direct.